C'est grâce à ces coopératives qu'on trouve du riz, du manioc, des légumes, voire tout ce qui permet de nourrir la famille sur les marchés. Irielou Colette, présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACO-VICI, cette dame totalise plus de 30 ans dans la gestion des coopératives et sa fédération approvisionne la plupart des marchés d'Abidjan en vivrier. Les camions viennent à tout moment et les femmes s'en vont chercher pour venir faire les détails. Parce qu'à la base, nous avons des coopératives de producteurs qui font la production et qui chargent les camions pour envoyer pour que les femmes aillent chercher pour venir vendre sur les marchés à Abidjan. Cependant, elle déplore le problème de conservation des denrées alimentaires qui cause beaucoup de tort aux coopératives. On a un grand problème de conservation. Vous avez vu qu'à un moment même, banane pour trouver à cette forme-là, c'était difficile. Et c'est encore même difficile parce qu'on n'a pas de système de conservation. Quand la banane vient, on ne peut pas les conserver. Les bonnes bananes s'en vont. Même la tomate, tout ce qui est consommable, tout s'en va et puis on a problème. On a un grand programme sur le vivrier, que ce soit la production, la conservation, la transformation, la formation même des femmes qui vont travailler au champ, qui vont conduire les machines, les tracteurs au champ. Surtout la jeunesse, nous avons besoin de nos enfants qui restent dans les villages pour travailler au lieu d'aller derrière l'eau, pour aller mourir dans la mer. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Gisèle Wei, présidente du conseil d'administration du marché Coco-Vico à Angré-Cocody, gère 44 coopératives. Au départ, c'était un groupement et à la longue, nous avons pu créer la coopérative. Parce que la coopérative a des avantages. Ça permet de travailler en union et puis avoir plus de produits. Nous avons d'autres partenaires à l'intérieur du pays. Lorsque vous vous mettez en groupe, la banque peut vous faire confiance. Voilà. Donc pour la banque, sincèrement, nous avons des facilités pour avoir des prêts. C'est le prêt même qui a construit ce marché. Adrienne Agbassi est la présidente du SCOP 3B, une coopérative de production de vivriers et d'attiéké de Bongouanou. Elle exporte ses produits par l'entremise de l'AGOA, une structure mondiale américaine. Nous sommes spécialisés dans le séchage. L'attiéké, nous le faisons parce que aujourd'hui le manioc est en propulsion et nous sommes en train de lutter pour que le manioc ne manque plus en Côte d'Ivoire. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV, encadre les coopératives pour leur bon fonctionnement. C'est des acteurs que nous devons accompagner pour commercialiser leurs produits. À ce niveau, il faut les aider à identifier les structures des coûts, savoir par exemple quel est le coût de revient d'une denrée pour pouvoir la mettre sur le marché. Dès lors qu'on connaît le prix, en ce moment, on peut mettre une marge pour avoir son bénéfice. Les actions de, par exemple, conditionnement des productions, parce qu'il faut trouver le meilleur conditionnement pour chaque produit. Nous les encadrons également, les commerçants. Trouver une solution pour la conservation des produits agricoles apportera un plus afin que le problème de saison ne crée plus de manque de certains produits alimentaires sur les marchés. Bambara Elisabeth. BEPC, brevet d'études du premier cycle 2017. Les résultats sont connus dans les différents centres d'examen. Au lycée classique 1 d'Abidjan, sur 282 candidats inscrits, 269 ont répondu présent et 195 sont admis au BEPC, soit 72,50% au dire du chef de centre Pauline Pan. Au lycée classique 2, sur 685 inscrits, on note 496 admis, soit un pourcentage de 65%. Une quinzaine de candidats n'ont pu composer. C'est à 14 heures que le proviseur de cet établissement a commencé à donner les résultats. La joie est à son comble pour les admis.
Je suis très content parce que j'ai obtenu mon BPC. Je suis content, j'ai hâte d'avoir ma colonne et puis d'aller célébrer ça avec mes parents. Je suis contente et puis elle dit ça à ma maman qui a beaucoup prié pour moi. Elle est tombée malade, tout ça, même à cause de moi. Donc elle lui dit merci. Pour d'autres élèves, c'est la tristesse. Personne n'a voulu s'exprimer. Le chef de centre du lycée classique 2 se réjouit de ce résultat. Nous avons reçu 685 candidats, il y a eu 496 admis, et ce qui fait un pourcentage de 65%. Et c'est un résultat satisfaisant pour nous. Le résultat national des admis au BEPC 2017 est de 60,08%. Figés sur les grandes avenues de Monrovia au Libéria, voici les hommes sandwich nouvelle génération. Excitent les costumes, les messages publicitaires sont peints à même la peau. Ici, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la peinture corporelle fait partie des rites traditionnels. Mais c'est dans les années 90 que la pratique gagne l'espace public, avec les mascottes d'équipes de foot peinturlurées dans les stades. Une tendance qui a largement dépassé le domaine du sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en décembre 2013. J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris ces proportions. L'entreprise de publicité d'Emmanuel emploie 35 personnes. La plupart d'entre eux ont des contrats de statut humaine. Pour les clients, la facture est de $50 pour 5 heures de représentation. Le travail est éprouvant mais permet aux jeunes d'avoir une source de revenus. Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler, etc. Donc il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. La pratique s'est répandue jusque dans les meetings politiques. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le succès du phénomène. Prenez un match de foot dans un stade, le nombre de gens qui sont présents. Il suffit d'avoir 2 ou 3 gars là-bas. Les gens les prennent en photo et les partagent sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà plusieurs dizaines à exercer la profession de statut humaine à Monrovia. Et leur nombre n'est pas près de diminuer. Des entreprises prestigieuses comme DHL, Total ou même l'administration fiscale font désormais appel à leurs services. Un sentiment de sécurité et de liberté. Massoma et Zara avalent les kilomètres sur les routes bretonnes. Il y a 2 mois encore, les 2 sœurs meneuses de l'équipe afghane de cyclisme féminin déjouaient menaces et insultes à Kaboul. Le vélo en Afghanistan est une pratique réservée aux hommes. Pourtant, les 2 passionnés n'ont jamais renoncé. En Afghanistan, je n'ai jamais cessé de m'entraîner. Et mes parents, surtout ma mère, avaient peur à cause des talibans et de Daesh. Et je veux que le cyclisme se banalise en Afghanistan et que toutes les femmes puissent enfourcher un vélo. Touché par un documentaire sur leur histoire, Thierry Communal, un mordu de vélo, professeur d'université à Lille, décide alors de les aider à quitter l'Afghanistan pour rejoindre la France, pays du cyclisme. Visa, billets d'avion, logement en Bretagne, c'est lui qui prend tout en charge. Mais surtout, depuis l'arrivée des 2 sœurs, c'est lui qui fait office d'entraîneur. Je pense qu'elles ont beaucoup de reconnaissance quand je vais m'entraîner avec elles, que quelquefois c'est dur, je les épargne pas toujours, mais quand on finit l'entraînement, il y a vraiment beaucoup de reconnaissance, c'est un lien très fort le vélo. Avec les 2 cyclistes, c'est toute la famille qui a quitté l'Afghanistan. Prochaine étape pour les parents et leurs 5 enfants, obtenir l'asile. Dans l'exil, la famille reste soudée et encourage les 2 sœurs à poursuivre leurs rêves. Je suis heureuse d'avoir des filles si fortes, si courageuses et qui réussissent. Je suis très fière d'elles. L'objectif pour les 2 jeunes femmes, intégrer la sélection nationale afghane pour les JO de Tokyo en 2020. En attendant, elles comptent bien profiter du spectacle du Tour de France cet été et le 23 juillet prochain, elles feront partie des 2024 femmes qui parcourront les 8 derniers kilomètres du Tour sur les Champs-Élysées en soutien à la candidature de Paris 2024. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les représentants des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord proclament leur indépendance. Une annonce faite avec enthousiasme par Thomas Jefferson,
Riche planteur de Virginie, propriétaire de nombreux esclaves et président du comité composé de 5 membres qui a rédigé le texte de la déclaration d'indépendance. Cette proclamation a occasionné une guerre entre les insurgés minoritaires et les troupes anglaises renforcées par les colons loyalistes. L'insurrection et la déclaration d'indépendance ont eu un très grand retentissement dans la noblesse libérale d'Europe. Il faut dire que les 2 tiers des 2,5 millions d'habitants des 13 colonies sont longtemps restés fidèles à la couronne britannique et au roi George III, ou au moins indifférents aux revendications des insurgés. L'anniversaire de ce jour a mérité de devenir la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Même s'il n'a pas consacré l'indépendance effective du pays, celle-ci attendra le traité de Versailles.